Premier rendez-vous de la semaine, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes au tribunal de l'actualité, une occasion pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. En tout cas, il faut dire que c'est une émission que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et YouTube. Nous allons commencer par les avant-propos et pour cela, nous allons ouvrir la première fenêtre. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bourma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Merci, Président, pour cette première convocation de la semaine. Je voudrais souhaiter à tous les Burkinabés, comme il est de coutume les samedis et les lundis, ce que je voulais dire, c'est quoi? De la sérénité et de l'espoir. Sérénité dans la conduite des affaires personnelles, public comme privé. Sérénité dans l'élaboration de nos projets, parce que quand on écoute les informations au niveau du Burkina, ça craint. Donc il y a cette ombre-là qui plane. Donc chaque jour on se réveille avec beaucoup de questionnements par rapport à l'avenir. Donc si vous n'êtes pas serein, ce n'est pas aussi évident. Donc on a besoin de cette sérénité au niveau individuel et au niveau des dirigeants, donc de ceux qui nous dirigent, de ceux qui président aux destinées de plus de 21 millions d'habitants, donc de Burkinabé que nous sommes. Mais si ces personnes, ces dames et ces messieurs manquent également de la sérénité à leur niveau, ça va être très compliqué. Donc, vivement que la frilosité, la fébrilité puisse en tout cas s'estomper pour que les choses soient conduites avec suffisamment de sérénité. Espoir, parce qu'on a également le devoir de garder espoir, de se convaincre qu'on peut faire mieux, de se convaincre que demain sera meilleur. C'est-à-dire aujourd'hui, la difficulté, c'est de prêcher de la sérénité, de l'espoir à des gens qui ont fui chez eux depuis près de 5 ans, 6 ans pour d'autres, et d'autres qui sont stressés aujourd'hui parce qu'il y a des incursions à quelques kilomètres de où ils habitent, qui se disent que ça s'approche aussi de chez nous. Donc dans ces conditions-là, comment est-ce qu'il faut prêcher une parole de sérénité, d'espoir à ces messieurs-là? Donc, alors qu'on en a effectivement besoin aussi pour vivre. Donc, je souhaite que chacun puisse avoir suffisamment de la sérénité et de l'espoir, parce que la nuit a beau durer, le jour finir par se lever. Donc, beaucoup de courage à tous les Burkinabés et que Dieu nous donne la sagesse. Merci, juge Bourma. Nous allons à présent écouter les avant-propos, en tout cas, du juge Vara. Qu'est-ce qui retient votre attention? Merci, Président. Mon attention a été retenue par ce qui s'est passé en France. Le week-end, c'était les votes pour la présidentielle, second tour. Et puis, les résultats sont tombés hier. Emmanuel Macron qui l'emporte avec 58,5% des voix. Il y a Marine Le Pen qui passe la barre des 40%, qui est avec un peu plus de 41%. Et quand on regarde, on dira, bon, c'est vrai que Macron est le premier président de la 5e République à se faire réélire, ce qui paraît donc être un exploit. Mais quand vous regardez, il y a quand même un tiers des Français qui ont voté blanc ou se sont abstenus. Donc, il y a cette réalité-là que ça ne se sont pas sentis concernés par les offres de ces deux, que ce soit Marine Le Pen ou encore Emmanuel Macron. Et puis, il y a le Front National qui est en train doucement de s'affirmer, avec Marine Le Pen qui a trouvé, quoi qu'on dise aussi, la meilleure façon de faire passer son message en le lissant d'ailleurs, parce que quoi qu'on dise, c'est pour certains une façon de recouvrir la France sur elle-même, dont certains ont peur, mais il faut savoir passer ce nationalisme-là qu'elle transpire, et donc petit à petit on se rend compte qu'elle est en train de le réussir, et ses scores parlent donc pour elle. Elle a été derrière même ses propos, elle a parlé de scores historiques, et c'est une vérité. Sous la 5e République, jamais le FN n'avait pu atteindre ce score-là. Donc il y a un Macron qui s'est fait réélire, pas par rapport à un programme, mais par rapport au rejet justement de ce Front National et de ce qui symbolise. Et
de ce que les Français ne veulent pas qu'on donne comme visage de cette France-là qu'on dit ouverte et tout. C'est cette réalité, mais jusqu'à quand est-ce que ce jeu-là va continuer? Parce qu'on sait que ça a commencé avec Le Pen père. On se rappelle avec Chirac, ça a été tout contre ce nationalisme exacerbé, mais on attend de voir ce que ça va donner parce qu'une bonne frange des Français partagent ce nationalisme-là et c'est la vérité et les statistiques sont en train de le démontrer. Maintenant, quoi qu'on dise, pour nous Africains, on a nos présidents qui ont commencé déjà, je me rappelle de ce matin, on parlait déjà du Sénégalais, de l'Ivoirien, du Nigérien qui ont commencé à féliciter Macron pour sa réélection, mais en tout cas, l'Africain lui-même, il regarde ça de loin parce qu'il sait que les élections vont se succéder et changer, même si c'est Marine Le Pen qui arrive au pouvoir en France, la condition de l'Africain ne va pas changer outre mesure et puis les relations entre la France et le continent risquent fort aussi de ne pas se retrouver métamorphosés. On a vu ce Jupiter là, parlant de Macron qui avait longtemps promis la cassure de la France-Afrique, la façon de revoir les relations avec le continent, mais on a compris avec les convocations données à nos chefs d'État par rapport à Pau que rien n'a vraiment changé et que le respect qu'on a pour nos chefs d'État n'est que relatif, mais quoique eux aussi prêtent vraiment le flanc et ça fait vraiment mal très souvent à cette masse africaine là qui devient de plus en plus critique et qui regarde la chose se faire. Et donc Macron réélu, on regardera ce que cela donnera pour les Français et pour les Africains. Il y a toujours une lutte d'émancipation, il y a toujours un combat à mener et cela passe par la pression aussi sur nos chefs d'État et ça c'est une réalité. Merci messieurs les juges pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Bien le bonjour à vous également qui êtes fidèles à cette émission. Le remplaçant de Kamou Malo à la tête de l'équipe A des étalons est désormais connu. Le choix de la Fédération burkinabé de football s'est porté sur le Français Hubert Velud, âgé de 62 ans et ancien gardien de but. Le technicien français a été officiellement désigné vendredi dernier. Quels sont les hauts faits du nouveau sélectionneur? Quels sont les défis qui l'attendent? Ces questions constitueront le fil conducteur de la présente convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Bessogré John William Somda, chef de desk sport de Truth TV Watt FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour au juge Vahaï Bougman. Alors, je l'ai dit, avec vous, nous allons parler du palmarès du nouveau sélectionneur et aussi ce qu'il a comme chantier à la tête de cette sélection burkinabé-là. Mais avant, et comme très souvent, nous allons ouvrir cette émission avec des questions de généralité. C'est vrai que ce week-end-là, nous avons suivi de très près l'élection au niveau de la FIFA. Ça, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Et finalement, on retient que c'est Idriss Diallo qui a été élu nouveau président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Ce qui surprend beaucoup, c'est en tout cas la défaite du Didier Drogba. Un mot là-dessus, est-ce que c'est finalement une surprise que Drogba soit écarté déjà au premier tour? Non, pas une surprise. Je pense que Drogba a été emporté par ce qui lui était reproché depuis 2 ans, son manque de proximité avec les acteurs du football ivoirien. Je pense que cette élection elle aurait dû avoir lieu depuis 2020. Et la Côte d'Ivoire a été placée sous normalisation. L'élection a été reportée. Depuis lors, Didier Drogba, on l'a plutôt retrouvé en train de présenter des cérémonies de Ballon d'Or plutôt que d'être en Côte d'Ivoire et de faire la ronde des clubs que de toucher du doigt les réalités du terrain. C'est vrai que Drogba, c'est celui-là qui, à mon avis, fait partie de ceux qui ont contribué au renouveau du football ivoirien au début des années 2000. Il a été, on va dire, un leader. Et Drogba a énormément contribué au retour de la paix en Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'oublier. Lorsque capitaine de la sélection de Côte d'Ivoire, il prend sur lui le besoin de demander à ce qu'un match des éléphants soit joué à Bouaké au moment où justement le pays était donc divisé en deux. Il a énormément contribué à ramener la paix en Côte d'Ivoire, mais ça ne suffit pas. Le football a ses réalités que la réalité elle-même ignore parfois.
D'accord, alors les débats ne se sont pas portés sur le programme, les ambitions de Didier Drogba, mais plutôt sur sa personne, sur sa proximité, vous l'avez dit, avec certains cadres du football ivoirien. Est-ce que finalement c'est ce qu'on devait attendre? Parce que, comme on l'a dit, le débat devait se faire sur ce qu'il propose aux Ivoiriens pour justement cette renaissance du football. Est-ce que dans le football, des fois, c'est le programme qui l'emporte? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le programme qui l'emporte. Je pense que dans ce type d'élection, c'est beaucoup plus les affinités, c'est beaucoup plus les connexions. Drogba, déjà, vous l'avez suivi, a eu du mal à rassembler autour de sa candidature ses anciens coéquipiers. On ne va pas revenir sur les petits détails, mais déjà, ça prouvait que il ne faisait pas l'unanimité. Ça, c'est une certitude. Je pense que venir promettre 150 millions au club de Ligue 1 en Côte d'Ivoire, et même pour la saison en cours, si Drogba était passé samedi, le champion de cette saison allait repartir chez lui avec donc les 100 millions. Mais ça ne suffit pas, juge, ça ne suffit pas. Je pense que les élections au football, ça va au-delà du programme, ça va au-delà de toute autre chose. Drogba, il est mené dans le premier tour. C'est même pas au second tour, c'est dans le premier tour qu'il chute. Un seul club de Ligue 1 qui vote pour lui. Ça veut dire beaucoup de choses. D'accord. Messieurs les juges, quelles sont les généralités? Oui, c'est vrai que vous parlez du programme. Est-ce que le programme de Drogba est réalisable? Réalisable, oui. Réaliste, c'est là qu'il faut chercher à savoir. Réaliste. Est-ce qu'il est réaliste? Parce que ça fait quand même énormément de ressources. Déjà, quand on vous dit que pour la subvention annuelle, un club de Ligue 1 empoche 150 millions, il a un quart. Les clubs de Ligue 2 également gagnent énormément. C'est des moyens qui seront étalés sur 4 saisons. Les championnats de petite catégorie vont reprendre convenablement. Chez les filles, c'est pareil. Je pense que c'est des investissements sur la saison qui s'étalent à plusieurs milliards de francs CFA. Didier Drogba a-t-il les moyens de mobiliser autant d'argent? Je pense peut-être que oui. Je pense que Drogba, quand même, c'est une voix qui porte. Certaines fondations en Côte d'Ivoire, lorsqu'elles vont à la recherche des moyens financiers, partent avec Didier Drogba. Ça, c'est pour, donc, je veux dire, le volet financier. Mais vous aurez remarqué avec moi que ça n'a pas convaincu les électeurs. Et puis le problème qui se posait ici, la question que tout le monde se pose, où est-ce qu'il va sortir l'argent? Où est-ce qu'il va sortir l'argent? C'est là. Je pense que la grosse question, c'était cela. Sinon, ça demandait quand même, on va dire, un gros effort de mobilisation de ressources. Parce que sur une seule saison, je vous assure que c'est des dizaines de milliards qu'il fallait sortir. Juge Var. Oui, bon, c'est pas plutôt des questions, mais c'est un commentaire. Je pense que ce que John Williams dit est très pertinent, parce que quand on regarde Drogba, si c'était tous les Ivoiriens qui devraient voter, sûrement qu'il était passé avec les influenceurs qu'il y avait autour de lui, dans les mondes aussi divers que variés, c'est-à-dire influenceurs pur sang, monde de la musique, peut-être même quelquefois anciens joueurs et tout. Il avait, en tout cas, cette sympathie-là, ce capital qu'il avait enrichi. Mais le problème, c'est que la communication avait pour destinataire très souvent des personnes qui ne devraient pas voter. C'est ça aussi la réalité. Tout à l'heure, Sonda disait qu'en sport, ça ne marche pas comme ça, mais c'est un peu partout. Même dans notre politique politicienne, il y a un genre de grands électeurs. Il y a ceux vers qui on va pour être sûr que le mot d'ordre sera suivi par tous les villageois ou bien par les gens de la contrée, parce qu'on sait que c'est des gens qui travaillent sous cap et qui travaillent en dessous. Quand on prend le cas de Didier Drogba, ça n'a vraisemblablement pas été le cas. Et puis, il y a pour moi le point aussi qui est très important, c'est que quand est-ce qu'on sent l'intérêt de Drogba pour le football ivoirien, je parle de celui local, et notamment de la gestion de la FIF. C'est lorsque il veut candidater. Avant ça, on ne le sent pas vraiment. C'est ça aussi la réalité. On le compare souvent à Eto'o, mais quand vous prenez le cas de Eto'o, Seydou Mbombo Ndjova, c'est contre lui il était pour les dernières élections. Lui avait été élu en 2018, il y a eu des problèmes, et puis après il devrait réorganiser des élections auxquelles Eto'o a candidaté. Mais en 2018, Eto'o était un soutien de la candidature de Ndjouya. Donc ça veut dire que Eto'o était déjà impliqué dans
le processus au niveau de l'Africa Foot. Il s'intéressait, il était déjà au cœur du système, il rentrait dans les arcades pour voir comment ça va, comment ça fonctionne. Et la preuve, vous avez vu le discours de Eto'o juste un peu avant, il a soutenu Mordicus que le vote se fasse devant tout le monde et que personne ne sorte de la salle et ni des questions de bulletins secrets, que ça se fasse devant tout le monde. Parce qu'il savait que s'il s'amusait à ça, il perdait. Il maîtrisait la chose de l'intérieur. Quand on prend le cas de Drogba, ce n'était pas la même chose. Et on n'a pas vu ce lobbying-là auprès des votants, auprès des clubs et auprès de ceux qui pèsent. Et puis on a vu, quand vous prenez la SEC avec tous ceux qui sont après eux, avec le consortium qu'ils ont, ils ont très vite décliné l'offre et puis ils sont allés ailleurs, alors que c'était des personnages qui pèsent. Il devait avoir un lobbying qui devait être fait depuis fort longtemps. Je crois qu'il a péché en pensant que sa notoriété, son charisme suffirait. Non, mais il y a une réalité africaine où il y a des messieurs qui ont transpiré ce football-là pendant longtemps et qui maîtrisent un peu comment dire ça, derrière, comment est-ce qu'il faut tirer les ficelles, et qui aujourd'hui, vous avez vu certaines réactions, se rient un peu je dirais pas de son échec, mais de la façon dont il a appréhendé ce combat-là, qui devrait être plus âpre s'il était plutôt en se faisant accepter par ceux qui devraient voter et par ceux qui font gagner cette machine-là. Et encore, il y a aussi, même avec ses anciens coéquipiers, un certain nombre d'éléments qui ont été sortis qui ne l'ont pas forcément aidé. Il n'a même pas pu ratisser aussi large au sein de la génération avec laquelle il a eu à jouer. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'il y avait derrière. Il y avait beaucoup aussi qui vomissaient du Drogba, ça il faut le dire de façon très claire. Maintenant, je crois que il y a 4 ans maintenant. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Et je crois que c'est ça qui sera décisif. On verra si la question de la Fédération ivoirienne de football lui tient vraiment à cœur. Je pense qu'il y a des choses à corriger. D'abord, une question d'implication. Vous voyez celui qui est... je ne sais pas si les propos sont vrais. Et ce qui lui était conseillé par l'un des candidats, je pense que c'est celui-même qui a pu gagner, il a dit, on attend vos sponsors et il a dit quoi, que vous construisiez une école de foot et tout ça et que vous aidiez vos jeunes à éclore. Je veux dire qu'on doit aussi le sentir pendant ces 4 ans-là sur le terrain et à travailler à préparer cela. Maintenant, si peut-être il passe à autre chose, il aura donné raison à beaucoup de personnes. D'accord. Juge Bouma. Oui, ce que le juge va dire, c'est vrai. J'ai écouté musicalement M. Sonda. Moi, c'est les supporters également de Drogba qui ne lui rendent pas service, quoi. Parce que quand je regarde les commentaires, après avoir écouté M. Sonda et le juge Vaha, M. Drogba n'a qu'à s'en prendre à lui-même et à se préparer certainement pour les phases à venir. Vous battez campagne auprès des personnes, des gens qui ne votent pas et qui ne sont même pas capables d'influencer une seule personne à l'intérieur. On revoit le nombre des parrainages. Les parrains, ils ont revu le nombre, c'était de 8, ils ont ramené ça à 4, juste pour toi. Et tu as eu 2 ans, tu n'as pas pu passer le premier tour. Ce message-là s'adresse à ce supporter. Et puis la 4 pour se réorganiser, pour créer de la proximité. On verra réellement les ambitions et ses capacités de mobilisation d'argent pour le foot ivoirien. Il y a des clubs qui pataugent. Pourquoi ne pas prendre un des clubs et prouver qu'effectivement il a de la ressource. Mais bon, il a 4 ans pour se réorganiser. On attendra de voir. Mais que ses supporters acceptent qu'avoir été un excellent joueur des éléphants et vouloir après être président de la Fédération ivoirienne de football, c'est 2 choses différentes et ça ne se prépare pas de la même façon. D'accord. Alors nous allons parler d'une autre question de généralité, mais cette fois-ci qui nous concerne directement nous Burkinabés. Avant justement la désignation du sélectionneur, on a assisté à ce tirage au sort là pour les éliminatoires de la CAN 2023. Et pour être en Côte d'Ivoire et vous participer à la phase finale, il faut d'abord batailler fort face au Cap-Vert, au Togo et à l'Eswatini. Votre regard sur ce groupe-là, est-ce que c'est un groupe prenable quand on regarde aujourd'hui les forces en présence et surtout le niveau des étalons? Je pense que c'est plutôt les autres qui doivent se faire du souci d'avoir les étalons dans leur groupe. Certainement. Je pense que si on n'est pas capable de se sortir de ce groupe-là, c'est une faute professionnelle. C'est un groupe largement abordable à mon avis. C'est pas pour faire injure à l'Eswatini, mais je n'ai pas cette équipe jouer les arbitres. Absolument pas. Vous regardez, ils ne sont jamais allés en phase finale, ils n'ont jamais atteint le dernier tour des éliminatoires. Je pense qu'ici, ça va se jouer entre le Togo, le Cap-Vert et le Burkina, mais avec un léger avantage pour le Burkina vis-à-vis du Togo et vis-à-vis du Cap-Vert. À un moment, le Cap-Vert, c'était la bête noire des étalons, mais je pense que depuis 2017, quand même, 2016, on a réglé la mire. La dernière confrontation, c'était à la CAN.
Et le Togo qu'on retrouve dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière fois c'était pour les éliminatoires de la CAN Sénégal 92. Et je pense que au-delà de la défaite au Nigeria qui nous a donc éliminés, c'est cette défaite 1-0 à Kégué, à Lomé, donc, qui avait mis les étalons dans une situation inconfortable, mais ça date de 1991. Depuis lors, je pense que les deux équipes ont connu des parcours assez différents. Pour moi, je dis Togolais et Cap-Verdiens peuvent se demander quel sort a pu les mettre dans le même groupe que les étalons. Ça, c'est une certitude. Le favori de ce groupe, c'est le Burkina, et je pense que c'est un statut de favori qui me semble non négociable. D'accord. Alors justement, pour conduire cette qualification-là, on a un nouveau sélectionneur, on l'a dit, c'est Hubert Velud. Il est titulaire d'une licence UEFA Pro. Il est également, on l'a dit, il a 62 ans, il a évolué essentiellement sur le continent africain, en Algérie, au Bénin, au Togo. Qu'est-ce qu'on sait davantage, qu'est-ce qu'on sait encore sur ce sélectionneur-là? Qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est un ancien gardien du Stade de Reims. Il n'a jamais entraîné en Ligue 1. Et il a entraîné en Ligue 2 avec Créteil Lusitanos. Il a entraîné donc en National, la 3e division française. Et que depuis quelques années, il est sur le continent africain. Il a coaché en Algérie où il a été champion. Il a coaché en Tunisie où il a pris l'étoile sportive de Sousse. Il a remporté la Coupe de la Confédération, la Coupe CAF avec le TP Mazembe en 2016. Et qu'il a également permis au Soudan de se qualifier pour la dernière phase finale de la CAN, même s'il n'est pas allé au Cameroun avec cette équipe du Soudan. Puis ce qu'on va encore le plus retenir, c'est que il a malheureusement été donc dans ce fameux bus de Cabinda en janvier 2010, le bus togolais qui a été donc attaqué par les séparatistes angolais, ce qui avait poussé le Togo donc à renoncer à sa participation à la CAN. Voici tout ce qu'on peut retenir du Hubert Velud, même pour avoir échangé avec des confrères venant du pays où il était passé. Ils sont tous unanimes à une seule chose: humainement, c'est quelqu'un de bien. C'est tout ce qu'ils nous disent. Humainement, c'est quelqu'un de bien. Maintenant, pour les résultats, cela va dépendre de l'atmosphère qui lui sera servie au Burkina. Si l'ambiance autour de l'équipe elle est bonne, je ne vois pas de raison pour que Hubert Velud ne réussisse pas au moins à qualifier cette équipe pour la CAN. Mais si l'atmosphère autour de l'équipe elle est pourrie, je pense que Hubert Velud ne pourra pas ou aura du mal à atteindre les résultats qu'on voudrait. Okay. Oui, il y a certains qui ont commencé déjà à mener le débat. Vous avez dit tout à l'heure, il n'a pas vraiment entraîné une équipe à la CAN. C'est ça la réalité. Il a conduit une équipe à la CAN. Certains disent que dans les conditions qui avaient été dictées, il fallait avoir mené une équipe à la CAN. Est-ce que c'est vrai? Avoir l'expérience de la CAN, c'est ce qui a été dit. Maintenant, je pense que lorsque vous lancez un appel à candidature pour un poste de sélectionneur, il y a des étapes. Et l'une de ces étapes-là, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le discours, ce qu'on a l'habitude d'appeler l'exposé. Et dans l'exposé, Hubert Velud a marqué des points. Dans son exposé, il a clairement décrit les difficultés de cette équipe-là. Il a montré là où ça avait cloché à la CAN. C'est la preuve que Hubert Velud a bien suivi les étalons à la CAN. Ok. Ça fait un. De deux, Hubert Velud est disponible à avoir un adjoint local. Ok. Ça, c'est des choses qui comptent énormément. Et surtout sur le plan salarial, c'est le moins gourmand. Alors, a-t-on privilégié la politique du moins 10 ans à la politique du plus compétent? C'est l'une des questions qu'il faut également se poser. Mais n'oublions pas une chose. Pour entraîner une équipe, il faut la connaître. On ne vient pas pour apprendre à connaître l'équipe. Il faut avoir une idée globale sur la façon dont cette équipe-là évolue. Il ne faut pas oublier qu'on est à un peu plus d'1 mois du début des éliminatoires de la CAN. Dans son exposé, Hubert Velud a convaincu. Voici ce qui a prévalu donc à sa désignation. Maintenant, le fait de n'avoir pas participé à la CAN, ça c'est un fait. Mais on oublie que Hubert Velud a participé à une compétition, je dirais, de niveau similaire, la Coupe arabe. Et justement, c'est cette Coupe arabe qui lui a valu son éviction à la tête de l'équipe du Soudan. Parce que ça s'était plus ou moins très mal passé. Mal passé. Mal passé. Alors, quand vous avez une compétition où il y a l'Égypte,
où vous avez l'Algérie, vous avez la Tunisie, le Maroc, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, je pense que c'est quand même sensiblement du même niveau que la phase finale. Ça n'a pas marché, mais au moins on dira qu'il a l'expérience d'une compétition majeure. Et là, ça peut servir. Et puis aussi, il ne faut pas des fois se mettre à l'idée qu'au Soudan, ça n'a pas marché, donc ça ne va pas marcher également au Burkina. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. L'entraîneur à la base du plus beau palmarès du football burkinabé, Paul Put, avait échoué en Gambie avant d'arriver au Burkina. Il n'a pas été capable de qualifier la Gambie à la CAN, alors que cette même équipe de Gambie était dans le même groupe que le Burkina. Mais quand il est arrivé au Burkina, je pense que c'est sa première phase finale, alors qu'il n'avait même pas disputé une seule fois la CAN, il a conduit le Burkina en finale. Je ne dis pas que Veluid c'est le nouveau Paul Put, mais il faut quand même lui permettre de faire ses preuves aussi. Oui, avant l'annonce officielle du résultat, il y avait un nom qui avait beaucoup circulé. Je connais bien le Burkina, Philippe Troussier. Oui. Certains disaient même qu'il était déjà à Ouagadougou. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui? Je pense qu'il faut se mettre à l'évidence que Philippe Troussier me semble aujourd'hui décrocher des réalités du football africain. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il travaille au Vietnam, suit des projets avec essentiellement des jeunes, des U20. Alors, se replonger encore dans le bain de l'ambiance africaine, je pense que ça aurait été un risque énorme à prendre. Et puis, Philippe Troussier, lors de son dernier passage au Burkina, ça fait quoi? Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans de plus pour Philippe Troussier. Est-ce qu'il a la même dynamique? Est-ce qu'il a la même envie? Est-ce qu'il a la même niaque? Et puis aussi, Philippe Troussier qui décide de revenir au Burkina, ce n'est pas certainement pour, on va dire, venir se jouer les hôpitaux de charité, excusez, les hôpitaux de charité. Il va venir, il va de manière cachée assez importante. Et là, je pense que ramener Troussier, ça aurait été pas forcément la meilleure des idées. D'accord, alors, ok, oui, allez-y. On parle plus ou moins d'argent dans cette affaire depuis, mais on a le ministère, parce que c'est le ministère qui paye, il y a le ministère des Sports. On entendait dire, bon, il y aurait un plafond, après ça a été démenti, mais est-ce qu'au fond, entre les lignes, il n'y a pas un genre de plafond? Au fond, forcément, il y a un genre de plafond. Forcément, et tous les pays s'imposent cela. Tous les pays s'imposent cela, tous les grands clubs s'imposent cela. Il y a toujours un plafond quelque part. Est-ce que le Burkina aujourd'hui a les moyens de se payer un sélectionneur à 100 000 € le mois? Je pense que le jour où le ministère va annoncer que... Parlons CFA. Alors 100 000 € le mois, en SEM, ça fait 65 millions de francs CFA. Voilà. Est-ce que le Burkina aujourd'hui a les moyens de se payer un entraîneur à 65 millions de francs CFA le mois? Je pense que le jour où ça sera annoncé sur ce tribunal, je ne sais pas. Mais il y en a qui ont touché ça, pas eux seuls, mais leur staff. Eux et leur staff. Il y en a qui ont touché ça au Burkina. Je pense que staff, sélectionneur plus staff compris, 65 millions, excusez, 65 millions, je ne sais pas. On n'était pas trop loin. Avec qui? Avec Duarte, c'était pas trop loin de ça. Ça on était à combien? Je pense que Duarte, staff y compris, adjoint locaux, patati patata, on n'était pas loin de 50 000 €. Hein. Ça, il faut se dire clairement les choses. Parlons CFA. 50 000 €, c'est autour de... C'est quoi, 33 millions environ? La moitié, oui. La moitié, donc. Bon, comme on parle d'argent, je préfère qu'on y reste. Okay. Kamou Malo, il nous coûtait, moi j'ai appris qu'il nous coûtait moins de 2 millions. On ne va pas dévoiler son salaire ici quand même. Non, mais il est déjà parti. Oui, mais ça reste toujours un secret. On ne va pas dire aujourd'hui que Kamou Malo touchait... Bon, c'est pour ça que je n'ai pas donné une somme exacte. Oui, qu'il touchait... Allons sur la base de moins de 2 millions. Et là, vous savez tout ce qu'on a en Afrique. Hein. Et les parents qui n'ont pas eu leur part vont lui dire, mais attends, tu as touché un peu plus de 2 millions pendant 3 ans. Je fais la comparaison après avec... Oui, mais il ne faut pas oublier que Kamou, dans le cas de Kamou Malo, dans le staff de Kamou Malo, c'est un peu différent. D'abord, de 1, on va se dire que c'est un local. Pas besoin de lui donner 40 000 € le mois comme à certains, ça fait 1. Secondo, il signe un contrat, donc lui, Kamou Malo, c'est individuel. Ses adjoints sont cooptés également de façon individuelle. Donc ça fait que dans ce type de situation, pour le sélectionneur, discuter d'un gros cachet, c'est compliqué. Kamou Malo serait venu avec un staff, et il discute donc pour tout son staff. Il aurait pu peut-être monter la chose. Et puis il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles Kamou Malo est arrivé. C'était un moment où on se disait que les expatriés ça coûte énormément cher, on va prendre un local. Le choix s'est porté sur lui, c'était un challenge. Il n'a pas voulu donc discuter côté je vais dire argent pour perdre le poste parce qu'il avait aussi besoin de se faire valoir. Je pense qu'aujourd'hui, si la fédération repart vers Kamou Malo, c'est sûr qu'il ne va pas discuter son contrat de la même façon. Mais son clair, Kamou Malo, ce n'était pas une fortune qu'il touchait. Je pense que moins de 2 millions, bon écoutez,
Pour un sélectionneur national, on va se dire que c'est beaucoup peu. Mais bon, en ce temps qui... Mais il avait consenti à ça et puis nous a donné de beaux résultats. C'était juste la parenthèse pour lui faire un petit coucou aussi. Oui, bon, c'est vrai, c'est la parenthèse pour faire un coucou à Kamou Malo, qu'on a du reste entrevu hier au stade municipal lors du match Asfaïnenga, donc AS Police. Mais je pense que dans le cas du Burkina, je vais revenir encore sur ce que Geoffroy a dit, il y a toujours un plafond quelque part. Il y a toujours un plafond quelque part. Et surtout dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui au Burkina, je pense qu'il serait insensé d'aller chercher un Steve McLaren. On sait qu'il avait postulé. Steve McLaren a été sélectionneur donc de l'équipe d'Angleterre. D'aller chercher un Steve McLaren. Ce type d'entraîneur vient toujours avec son staff au complet. Alors, c'est des gens qui vont venir principal, plus adjoint, plus kiné. Ça va coûter énormément cher et on n'est pas sûr d'avoir des résultats largement au-dessus de ce que Malo a pu faire. Pour le cas Malo, ce n'est pas les résultats sur le terrain, vous le savez, c'est bien d'autres choses. Alors, justement, pour le choix du sélectionneur, il y a eu beaucoup d'appelés et un seul élu. Beaucoup avaient misé justement pour le choix là qu'on fasse confiance à l'expertise locale. Qu'est-ce qui finalement n'a pas marché pour les Burkinabés qui ont postulé pour ce poste-là? Qu'est-ce qui a été l'élément décisif selon vous? Excusez-moi, il faudra... C'est pas pour faire injure à quelqu'un. Quand vous regardez les Burkinabés qui ont postulé, vous avez Firmin Sanou, vous avez Moussa Sanogo di Falcao, vous avez Lassina Sawadogo, le coach de l'EFO, vous avez Oscar Barrow, je ne sais pas qui d'autre. Quand vous regardez, Firmin Sanou a été adjoint durant de nombreuses années. Il peut aller. Oscar Barrow a dirigé cette équipe pour 2 matchs. Il a pris 2 valises. Les autres, moi, je n'ai jamais dirigé une équipe sédio. Sélection. Falcao, c'est essentiellement dans les clubs. Lassina Sawadogo, il essuie la brèche depuis de nombreuses années, mais il a été que très peu titulaire dans une équipe du top 5 de notre championnat. La première fois qu'il est titulaire sur un banc d'une équipe du top 5 de notre championnat, c'est cette saison en cours là. Donc quelque part, on dirait que l'expérience a manqué. Et ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'exposé. Et même du CV aussi. Quand vous prenez certains, le CV, ça ne tient même pas sur une page. Ça compte énormément. J'ai rien contre Lassina Sawadogo, c'est un aîné que j'aime bien. À ne pas confondre avec mon confrère. Mais qu'est-ce que Lassina Sawadogo peut bien mettre sur un CV aujourd'hui qui puisse convaincre la FBF de lui donner le banc des étalons seniors? Je ne vois pas. Donc il faut dire que les locaux qui ont postulé, c'est déjà pas mal. Les entraîneurs burkinabés ces dernières années ont travaillé à lever beaucoup de choses. On s'est toujours posé la question de savoir si c'était des incompris, des incompétents ou je dirais des incapables. Mais on s'est rendu compte qu'ils sont beaucoup plus incompris, mais bien capables de faire du bon résultat aussi. Oui, c'est vrai. Expertise locale et tout, il faut être réaliste et tout. Mais il y a un boulot qui attend le nouveau sélectionneur. Ce sont ces défis-là. Son chantier prioritaire pour être quoi? Son chantier prioritaire, à mon avis, c'est de remettre de la sérénité dans cette équipe. Tout ce qui est arrivé en Belgique, là, avant ce match face au Diable Rouge, avant le match face au Kosovo, entre les 2 matchs, tout ce qu'on a pu considérer comme un peu trop de pagaille durant la phase finale, je pense que son boulot premier, c'est de remettre de l'ordre dans ça. Son boulot premier, c'est de donner confiance aux joueurs. Son boulot premier, c'est de créer un esprit de groupe. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Plus que, je vais un peu paraphraser Périclès, plus que les talents de nos adversaires, c'est nos propres erreurs que moi je crains dans ces éliminatoires. Et c'est à venir de minimiser les erreurs que nous pourrons commettre. Parce que je le dis, je le répète, les étalons se faire éliminer de ce groupe-là serait une grosse faute professionnelle. Ce n'est pas si difficile pour Velut. Je pense que son premier discours avec les joueurs va compter. La façon dont il va aborder le quotidien du groupe va compter. S'il vient qu'il se montre laxiste, je pense qu'il ne pourra pas attendre de la part des joueurs des résultats. Il doit être ferme sur certains points. Je pense qu'un sélectionneur, c'est comme un roseau. Parfois, savoir plier, mais jamais rompre. Avec les joueurs, c'est cela. Kamou Malo, ce qu'on lui reproche, je dirais que c'est un défaut lié à sa qualité. C'est un sélectionneur paternaliste et à certains moments, il s'est montré trop paternaliste. Si Velut se veut paternaliste, il doit faire en sorte de ne pas l'être assez exagérément pour ne pas tomber dans les mêmes travers que Kamou Malo. Notre équipe n'a pas un problème de talent. Notre équipe aujourd'hui a un problème, je dirais, de discipline collective.
Et Velu doit travailler sur ça. D'accord. Oui, allez. Donc, dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que certains joueurs ne soient pas alignés? Si sportivement ils ne répondent pas, ils ne seront pas alignés. Et même humainement, ça peut arriver. Je pense que humainement, c'est des choses qui peuvent être travaillées. Quand dans une équipe, il y a une petite dose d'indiscipline, c'est que ça a commencé forcément quelque part et on a laissé faire. À Velu de ne pas justement laisser faire. On a connu un joueur au Burkina qui paraissait à tout point de vue, problématique. Il parle peu, pour ne pas dire qu'il ne parle jamais. Par moment, on se demande même s'il est concentré pour le match, mais à la fin, c'est toujours le meilleur sur le terrain. Petrapa, ce n'était pas quelqu'un qui faisait du bruit. Petrapa, à la limite, même on se demandait est-ce qu'il est là. Il peut être dans le groupe, vous n'allez jamais l'entendre. Vous n'allez jamais le voir faire une vague. Le jeu du match, c'était le plus souvent le meilleur étalon. Donc je pense que chaque joueur a sa façon de faire. Paul Put justement avait réussi, c'est une anecdote qu'on ne raconte pas souvent. Je pense que ce qui avait aidé Paul Put en 2013, c'était, l'exercice du crayon. Quand je dis l'exercice du crayon, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Il a tout simplement remis un crayon à chacun des joueurs et il leur a demandé de casser le crayon. Mais c'est très facile un crayon, allez, chacun y aller, pop, pop. Et après, il prend plusieurs crayons qu'il attache, il noue ensemble, et il le fait passer de main à main à les casser. C'est difficile de tordre. Il a fait comprendre aux joueurs que tout devait se faire avec l'esprit de groupe, en pensant à l'intérieur supérieur du groupe. C'est ainsi que Paul Put a réussi. Et je pense que c'est la même voie que Velu doit suivre. Maintenant, sur le plan technique, tactique et autres, ça vraiment c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, le football s'est beaucoup développé, il s'est beaucoup vulgarisé. Les méthodes d'entraînement, le plus souvent, se partagent d'un coach à l'autre. Sur ce plan-là, je ne me fais pas trop de soucis. Je répète, tant qu'il ne va pas instaurer une vraie discipline de groupe dans cette équipe-là, il ne va pas réussir. D'accord. Oui, ben on parle du groupe, mais j'ai l'impression que quand on lit le communiqué de la fédération pour annoncer le nom du sélectionneur, il y a toute la conscience de la réalité, parce que on parle des compétences, de l'expérience, de la performance, du charisme des candidats en relation avec la situation du moment de l'équipe. Ça veut dire qu'on est conscient à la fédération que ça ne va vraiment pas. Oui, mais attendez, après tout ce qui s'est passé à Bruxelles, on ne peut pas dire que ça va. Quand des joueurs, peu importe la raison, on peut considérer qu'ils avaient raison, on peut considérer qu'ils sont dans leur droit, mais ce n'est pas à quelques heures des matchs qu'on va voir le président de la fédération pour demander la tête de quelqu'un. On finit le match et on vient évacuer nos différences. Voilà, je pense que dans cette équipe-là, il n'y a pas... Il y a des grincements de dents, ça ne manque pas. Ça, c'est certain, il y a des grincements de dents. On a laissé certaines situations perdurer, on a laissé certaines situations pourrir, et je pense qu'il faut les régler maintenant. Il faut forcément avoir un sélectionneur qui a la poigne. Je le dis et je le répète, Velu, je ne le connais pas. Ceux qui le connaissent, c'est des confrères du Congo, des confrères d'Algérie, des confrères du Togo qui m'ont dit humainement c'est une bonne personne. Humainement c'est une bonne personne. Maintenant pour le reste. En fait, je le dis, en définitive, est-ce que ça ne pèse pas en fait dans le choix en définitive? Parce que dans le subconscient des gens, c'est qu'il y a un genre de complexe qui fait que on n'est pas si turbulent ou on n'est pas si téméraire avec des entraîneurs non nationaux plutôt qu'on l'est avec des entraîneurs nationaux. C'est une façon de voir qui est une erreur. C'est une façon de voir. On a connu Saboteur ici. Avec Saboteur, nous savons tous comment ça se passe. Il est capable, à 2 heures des matchs, de renvoyer un joueur. On a connu ça. Saboteur, c'est un local. Chacun a sa façon d'appréhender les choses. Je l'ai dit aujourd'hui, Kamou Malo est un entraîneur paternaliste. Ses joueurs, il les traite comme ses enfants. Il les protège. En fait, il est protecteur à tout va. Il préfère lui-même des fois encaisser les critiques. Ce qui se passe après entre le joueur et lui, c'est entre eux. Mais aux yeux des gens, il protège toujours ses joueurs. Il les lâche que très rarement. Okay. Et à ce titre, Brian Clough, c'était un entraîneur légendaire anglais qui a remporté la Ligue des Champions avec Nottingham Forest. Il disait que quand lui avait un problème avec un joueur, il convoquait le joueur dans son bureau, il discutait et d'un commun accord, ils convenaient tous les deux que lui avait raison. Parce que comment lui gérait ses problèmes avec ses joueurs. On discute, mais on convient d'un commun accord que moi j'ai raison. Et puis le dossier est clos. Ça, c'est comment lui gérait ses équipes. D'accord. Voilà. Donc d'une personne à l'autre, ça change. On a vu José Mourinho qui n'a pas hésité
à livrer ses joueurs en pâture. Donc, c'est des choses qui, chacun a sa façon de gérer son équipe. Et dans le cas du Burkina, je pense que ce que Malo a fait n'est pas mauvais. C'est peut-être les joueurs qui ne lui ont pas rendu la confiance qu'il leur a accordé. Mais Velud viendra avec sa méthode à lui. Des joueurs caractériels, Velud en a eu. Hein. Il a eu Trésor Mputu à Mazembe. Il a eu Emmanuel Adebayor au Togo. Donc je pense qu'ici il peut s'en sortir. D'accord. Alors on a parlé un peu du contexte dans lequel il a été désigné. On l'a rappelé également, c'est un entraîneur qui a roulé sa bosse au niveau du Maghreb. C'est connu, cette partie de l'Afrique a un championnat très chaud, des joueurs qui ont du caractère. Est-ce que c'est pas un atout aussi pour la situation que nous vivons actuellement? Un gros atout. Maintenant je répète. Ce n'est pas que l'ambiance entre Hubert Velud et ses joueurs. C'est l'ambiance autour de l'équipe. Tout ce qui se passe dans le comité exécutif de la fédération n'est pas de nature à mettre Velud dans les bonnes conditions de travail. Il faudra vite régler ce problème aussi. Ça, c'est un fait. On ne peut pas être en train de travailler, préparer un match pendant qu'on nous dit que entre le président et les membres de son comité exécutif, le courant ne passe pas. Ça ne peut pas faire marcher une équipe. Ce n'est pas possible. Si Lazare Bansé et son comité exécutif ont décidé que Velud était l'homme de la situation, Lazare et son comité exécutif doivent régler au plus vite leurs différends. Justement, parlons de cela. C'est le comité exécutif qui a travaillé pour le choix de Velud. C'est une commission qui a été mise en place. Oui, le comité exécutif met en place une commission qui travaille sur donc le choix du sélectionneur. Il reste maintenant à faire valider la chose par le ministère des Sports. Il ne faut pas oublier que le contrat de Velud n'a pas encore été signé. Mais attention, voilà pourquoi j'ai dit il faut faire attention. On parle du comité exécutif dans lequel il y a beaucoup de problèmes. Avec 9 membres qui ont décidé de faire un recours sur la date qui a été donnée pour une AG extraordinaire. Sensiblement, on pourrait se dire déjà qu'ils n'y ont pas pris part. Est-ce qu'ils ne pourraient pas encore avoir des contestations sur même la désignation de Velud? Je pense que si contestation il y a, moi je ne serais pas surpris. Parce que quand je regarde les visages des contestataires, les mêmes qui se sont élevés ici contre la décision de non-renouvellement du contrat de Kamou Malo, je me suis bien marré. C'est ces mêmes-là qui disaient pourtant, quelques mois plus tôt, que Malo n'était pas compétent pour diriger l'équipe à la CAN, qu'il fallait l'enlever. Ça, c'est quand ils étaient en odeur de sainteté avec le sélectionneur et avec le président de la fédération. D'accord. Lorsque lui est rentré dans le gaz, c'est les mêmes encore qui reviennent dire que non, le sélectionneur a fait un bon boulot, il ne faut pas donc le laisser partir. Quelque part, il y a de la mauvaise foi dedans, et mauvaise foi pour mauvaise foi, ils peuvent encore se lever pour dire qu'ils ne veulent pas de Velud. Ça, je ne serais pas surpris que ça arrive un matin. Mais est-ce que ça peut prospérer en disant que non, il y a un comité exécutif qui s'est réuni, qui a mis une commission à laquelle un comité auquel nous n'avons pas participé? Est-ce que ça peut prospérer? Est-ce que ça peut prospérer? J'en sais rien, je pense plutôt que non. Parce que si cela pouvait, depuis longtemps que Malo serait resté à ce poste-là. D'accord. D'accord. Alors, beaucoup mettent l'accent sur son âge, on l'a rappelé, il a 62 ans. 63 bientôt en juin. 63, alors, c'est un capital de vécu, c'est une somme d'expérience. Quand on regarde aussi, on fait la comparaison avec la moyenne d'âge des joueurs qu'il va coacher, est-ce un atout ou un boulet qui traîne au pied? L'âge d'un sélectionneur, à mon avis, ne doit pas poser problème. Paulo Duarte est arrivé au Burkina à 38 ans. Il nous a reconstruit une belle équipe. Il n'était pas sur le banc en 2013, mais l'équipe qui va en finale en 2013, c'est le bébé de Duarte. Je dis, il est arrivé à 38 ans au Burkina. Que Velud ait 62 ans, c'est bien. Il va se retrouver avec une équipe dont la moyenne d'âge tourne autour de 24 ans, 25 ans, c'est bien. Mais dans ce milieu-là, l'âge seul ne suffit pas. Vous avez des entraîneurs avec une longue carrière, une grosse expérience, mais qui traînent avec eux, je dirais entre parenthèses, les défauts de leur début. Il n'y a que Vaïd Alidozik qui peut se permettre d'aller à la CAN sans des joueurs comme Hakim Ziyech, sans Masraoui, sans Amin Harit. Et il le répète, tant qu'il ne change pas de comportement et que lui il est là, ils ne viennent pas en sélection. On lui fait savoir que si ces gamins ne viennent pas, ta place est menacée, mais il n'écoute personne. Il est resté sur sa position. Donc, on se dit souvent qu'avec l'âge, on laisse tomber certains défauts, on devient plus calme, on devient plus sage, mais Vaïd est resté Vaïd. Donc voilà.
Oui, c'est que l'ambiance au niveau de la fédération certainement va jouer sur la qualité de jeu, aussi sur les joueurs, parce qu'il arrive à un moment donné où une partie des joueurs aussi a des problèmes avec le team manager. Alors, et ça aussi c'est un problème à régler, c'est pas seulement qu'au niveau du comité exécutif. Alors là, comment est-ce que ce problème peut être résolu? Honnêtement, je pense que il ne devrait même pas avoir de problème entre ce team manager et ces joueurs-ci. Il n'y a pas encore longtemps, ils étaient ensemble en sélection. Logiquement, s'il y a quelqu'un qui devrait bien comprendre ces gamins, s'il y a quelqu'un avec qui il devrait bien s'entendre, c'est Aristide Bansé. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que Aristide Bansé, à mon avis, est victime d'une autre situation. Vous savez que notre équipe est beaucoup influencée par les agents de joueurs. C'est ça. Énormément influencée par les agents de joueurs qui tentent par tous les moyens de placer leurs joueurs au sein de la sélection. Bansé est-il donc, on va dire, il se retrouve au milieu de deux feux nourris à mon avis. Des joueurs qui estiment que l'environnement est en train d'être pollué par ces agents qui sans cesse rôdent autour de l'équipe. Je ne sais pas, il ne faut pas tourner autour du pot. Des agents, à chaque fois que la liste des étalons est communiquée, comptent le nombre de poulains qu'ils ont dans l'équipe. Comptent le nombre de poulains que l'agent rival a dans l'équipe. Et si par malchance pour le sélectionneur, l'agent rival a 5 joueurs et qu'il lui en a 3, ça pose problème, ça fait des grincements de dents. Alors qu'on devrait être dans l'expression du mérite. Ça doit être l'expression du mérite, mais au Burkina, on est arrivé que le mérite parfois, il est arrivé parfois que le mérite seul ne suffisait pas. Je me souviens, il y a quelques années, on a sélectionné un joueur, pas parce qu'il méritait, mais parce qu'il mettait une bonne ambiance dans le groupe. C'était qui? Brahma Maïga. Vous vous en souvenez avec Paolo Duarte. Il a fallu que les gens se lèvent et disent mes coachs, finalement Maïga il vient pourquoi? C'est pas pour des raisons footballistiques. Duarte à l'époque nous a dit qu'il mettait une bonne ambiance dans le groupe. Parce qu'il y a un critère de sélection en équipe nationale. D'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore un maintenant qui vient parce qu'il met de la bonne ambiance, mais cette équipe-là est pourrie à distance par les agents de joueurs. Et le plus souvent, c'est triste, c'est des agents de joueurs burkinabés. Donc c'est beaucoup plus les intérêts des agents qui jouent sur le team manager plutôt que l'autre, comme on l'appelle, parce que les uns et les autres avaient vu l'ambiance au niveau du comité exécutif, mais à vous entendre parler, c'est beaucoup plus là-bas. Non, je pense qu'il n'y a pas de raison objective. Échanger avec tous les joueurs. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec le vice-capitaine Issoufou Dayo, mais il m'a posé une question qui m'a désarmé. Qu'est-ce qu'on peut reprocher objectivement à Aristide Bansé? C'est notre grand frère, il a joué avec nous. Et là, c'est clair. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, je pense qu'il faut, de façon générale, procéder à un gros ménage dans l'équipe et autour de l'équipe. Mais vous parlez d'agents de joueurs qui sont également parfois très forts. Comment est-ce qu'on règle ça? Est-ce qu'ils sont forts? Je pense qu'on les a rendus forts. On les a rendus forts en les écoutant. On les a rendus forts en cédant à certains moments à leurs caprices. Sinon, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. D'accord. Alors, Geoffroy va la rappeler. Le sélectionneur a été désigné par un comité au niveau de la Fédération burkinabé de football, mais son contrat n'a pas encore été signé. Si nos informations sont bonnes, on lui propose un contrat de 2 ans. En 2 ans, qu'est-ce qu'on lui donne comme, comme chantier? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que c'est clairement signifié? Bien sûr, on ne signe pas un contrat sans signifier clairement les objectifs. Mais je pense que le premier objectif, et de loin, et le plus gros, c'est la prochaine CAN. S'il ne qualifie pas l'équipe pour la CAN, je pense qu'il n'ira pas au bout de ces 2 ans. Est-ce que ça même c'est un objectif? Ah bien sûr, c'est un objectif. Il faut non, je veux dire l'atteindre n'est même pas un objectif. Ouais. Est-ce que c'est négociable? Je veux dire que l'objectif même il est ailleurs. C'est-à-dire que tant s'il ne se qualifie pas, il sait son sort. Il sait son sort. Voilà. Non, je pense que 2 ans ça me semble convenable. Il ne faut pas oublier qu'on a une équipe assez jeune. On a, je dirais, un potentiel assez énorme. Il y a pas mal de jeunes. Il devra donc, et quand vous prenez la dernière équipe à la CAN, on n'en a pas beaucoup qui soient sur la sortie, on n'en a pas beaucoup. Je pense que les leaders de cette équipe ont encore au moins 5 ans à faire en sélection. Sur les 2 ans, il devra donc travailler à ramener la sérénité. Il devra donc travailler à préparer certains jeunes qui frappent à la porte à intégrer progressivement donc l'équipe.
Et en fin de compte, je pense qu'il devra rendre au Burkina une équipe bien plus compétitive que celle qu'on a aujourd'hui. Justement, est-ce qu'il n'y aura pas l'ombre de Malo, Kamou Malo qui va planer? Parce que lui, il part, mais quand même, quoi qu'on dise, en terminant parmi les 4 à la CAN dernière, le quatuor des têtes. Et il fait 2 ans et demi à la tête de la sélection. Voilà. Et quand vous regardez, c'est quand même des performances. Ça veut dire que celui qui vient après ne peut pas faire moins. Mais il vient prendre une équipe dans une situation qui est quand même assez délétère, entretenue et nourrie, pas seulement sur le terrain ou avec le joueur, mais parce qu'il y a autour. Et dans ce contexte, elle est obligée de faire mieux. Parce que déjà, la façon dont on remercie Kamou Malo, beaucoup y trouvent de la, comment dire cela, un manque de, je sais pas comment on pourrait appeler. De l'ingratitude. De l'ingratitude. Beaucoup y ont vu de l'ingratitude et attendaient de voir qu'est-ce que la fédération sortirait de son chapeau qui soit si meilleur et qui nous enverrait si loin. Est-ce que les performances de Malo ne seront pas déjà un genre de mur de verre à casser pour le nouvel entraîneur? Est-ce que ça ne va pas jouer en sa défaveur en termes de pression? Non. Quand on érige une équipe, on ne vient pas en ayant l'idée de faire mieux que le prédécesseur. On vient avec l'idée de faire de bons résultats. Il faut voir le contexte dans lequel Malo, je dis et je répète, Malo a bossé. Malo a cravaché. Il hérite d'une équipe, je dirais, à la croisée des chemins. On ne se qualifie pas pour la CAN 2019. Au cours des éliminatoires de la CAN 2021, certains des cadres de l'équipe le lâchent. Puis 3 pas, retraite internationale. Aristide Bansé, retraite internationale. Charles Kabouré, en cours de route, n'a plus de club, donc ne vient plus en sélection. Préjuste Nakoulma, retraite internationale. Bakary Koné, le général Bako, qui disparaît des radars. Vous avez 5 joueurs cadres, 5 joueurs majeurs, parmi les plus expérimentés, qui vous lâchent en cours de route. Vous devez reconstituer une équipe avec des jeunes, pour la plupart inexpérimentés. On est allé à la CAN 2021 avec combien de joueurs qui découvraient la compétition pour la première fois? Edmond Tapsoba, désigné dans le 11 type de la Confédération africaine de football, meilleur défenseur central. C'était sa première CAN. Adama Guira, c'est vrai qu'il est dans l'équipe depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'il débute une CAN au poste de titulaire. Gustavo Sangaré, première CAN. Hassan Bandé, première CAN. Faisal Tapsoba, première CAN. Dango Ouattara, première CAN. Saïdou Sempouré, première CAN. Farid Ouedraogo, première CAN. Et c'est à cette CAN-là que Babayouri Saouadougou dispute même ses premières minutes de titulaire en phase finale. Malo a cravaché pour atteindre ce niveau-là. Mais Malo laisse une bien meilleure équipe à Velude que Duarte lui a laissé. On est d'accord. Ça, c'est certain. On est d'accord. Ça, c'est certain. Malo laisse une bien meilleure équipe à Velude que Duarte lui a laissé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, à Velude, on ne lui demande pas de faire mieux que Malo. Faire mieux que Malo, c'est remporter la coupe. Mais tout ce qu'on lui demande, c'est de ne pas faire moins. A Velude de tracer aussi son histoire. Il peut bien aller au-delà de ce que Malo a fait, il n'y a pas de problème. L'équipe a le niveau. L'équipe a aujourd'hui avec elle l'expérience de la CAN 2021. Ça, c'est un fait. À lui d'ajouter sa touche. Demi-finale aujourd'hui, ça me semble le tarif pour les étalons à la phase finale. Parce que si c'est 2 dernières phases finales, on a fait demi-finale. Donc le tarif minimum pour nous, aujourd'hui, on peut considérer que c'est des demi-finales. Faire moins bien que des demi-finales, je dirais, c'est pas bon, mais est-ce rédhibitoire? Je dirais non, parce que des fois, les circonstances en phase finale peuvent précipiter votre élimination. Le Gabon, quand on sort en 8e de finale, on ne me dira pas que le Gabon n'est pas bon. Mais l'adversaire le plus redoutable que nous avons eu à cette CAN, ça a été le Gabon. Oui, mais le problème, c'est que c'est ce que j'ai dit. Hein. Quand vous rappelez tout ce que Kamou Malo a fait, j'ai dit c'est comme un genre de pression pour celui qui vient de venir. D'autant plus que la fédération qui fait partie Kamou Malo n'est pas si suivie dans son choix. Et donc, on se demande quelle performance aura celui qui est en train de venir si tant est que, pour ce qui est des résultats sportifs, on a dit à Kamou Malo c'est bon, arrête ici. C'est ça aussi la réalité. Donc, se faire qualifier pour Abidjan 2023, passer le premier tour, pour beaucoup de Burkinabés, c'est une lapalissade, c'est une tautologie, c'est d'une trivialité pas possible. Donc, pour eux, ce n'est plus un exploit. Donc ça devient une pression. Je ne pense pas. En foot, la pression, c'est pas de cette façon qu'on se met. Vous savez, la pression, je voudrais plutôt qu'en foot. J'ai presque envie de vous dire que la pression, elle n'existe pas au football. Okay. La pression, c'est lorsque vous réveillez de chez vous à 5h du matin et que vous rentrez à 22h, vous n'avez pas à manger. C'est ça la pression. Et les footballeurs, je n'en connais pas un seul qui se réveille à 5h et à 22h, il n'a pas à manger. C'est des professionnels.
D'accord. Alors, on a rappelé les palmarès de l'équipe, ce que le Burkina a pu engranger comme acquis, en tout cas dans plusieurs compétitions. On est revenu également sur le parcours du sélectionneur qui a été pris. Jamais une phase finale d'une CAN. C'est pas une première. On a fait confiance à d'autres entraîneurs qui avaient plus ou moins, je dirais, le même bagage. C'était un coup de poker. Est-ce que indéfiniment ça peut marcher? Parce que est-ce qu'il ne faut pas aussi un sélectionneur à la hauteur de ce que les étalons ont comme vécu? C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que nous pouvons nous payer ce sélectionneur-là? C'est la question, c'est que j'ai. Donc la question est beaucoup plus financière. Ah ouais, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, pour un pays qui fait minimum demi-finale, sur nos 3 dernières phases finales, non, nos 4 dernières phases finales, on fait 3 fois le dernier carré. Ça veut dire que c'est bon. Maintenant, on aurait bien voulu aller chercher Hervé Renard. Hervé Renard, je vous informe qu'il est marge à 300 000 € net. En Arabie Saoudite, ça fait 200 millions. Le ministère des Sports, le ministre Abdou Drabo décide de donner 200 millions à un entraîneur ici. Bon. On va rouler ça. En tout cas, John William Songa, merci d'être passé à la base du tribunal de l'actualité avec vous. On a parlé de nouveaux sélectionneurs. Son palmarès et les défis qui l'attendent à la tête, en tout cas, de cette sélection des étalons du Burkina Faso. Merci, messieurs les juges, pour les questions et les clés de lecture, en tout cas, données lors de cette convocation. Nous allons mettre un point final à la présente émission et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.